Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver à un nouvel épisode de l'After Lap, le podcast du sport auto. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, eh bien on vous en remercie beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, moi je voulais vraiment donner la parole à quelqu'un qui connaît très bien ce monde des réseaux sociaux, ce monde des plateformes où l'on communique, où on exprime sa passion pour le sport automobile. La chaîne YouTube qu'il dirige marche formidablement, moi je suis toujours épaté, et puis c'est un nouveau monde, même pour moi, je vous le dis franchement. Donc voilà, je voulais vraiment m'entretenir avec lui, il s'appelle Maxou le pilote, vous le connaissez certainement, et il est avec moi aujourd'hui pour l'After Lap. Bonjour Maxou. Bonjour LFB, bonjour à tous ceux qui écoutent l'After Lap. Ravi et honoré d'être invité, parce que passer après une telle liste d'invités, c'est très très agréable comme sensation. Mais je te le dis, tu as ta place légitime, et franchement, dès que j'ai fait ta connaissance à distance, je savais que je voulais, de manière éditoriale, donner la parole à un représentant, je reprends l'expression, du nouveau monde numérique, et qui en plus évidemment est passionné par le sport, les sports mécaniques, ce qui est donc bien ton cas, on est d'accord? Oui, c'est ça, c'est que j'ai utilisé entre guillemets les jeux vidéo et les réseaux sociaux pour essayer de transmettre ma passion du sport automobile réel à la base. Bon, alors tu vas nous expliquer bien évidemment très concrètement ce que tu fais, comment tu le fais, et tu vas évidemment en profiter pour avoir ton regard sur toutes ces disciplines, parce que ça a beau être parfois du e-sport, moi je peux pas m'empêcher de voir le lien avec le vrai. Tu n'es pas le seul, c'est ça l'intérêt justement, c'est qu'aujourd'hui il y a un véritable lien qui est fait, et le plus parlant est sans doute les équipes de Formule 1 qui elles-mêmes ont des pilotes qui sont dédiés uniquement à l'entraînement sur simulateur. Donc on ne peut plus légitime aujourd'hui de parler d'e-sport et surtout du lien avec le vrai sport mécanique. Maxou le pilote, c'est donc ton nom de scène, ton nom d'artiste, comment tu te définis d'ailleurs? Alors le terme est assez difficile à accepter, mais c'est influenceur, c'est comme ça qu'on nous appelle en France. Youtubeur, c'est un peu plus répandu aussi comme qualificatif, mais je dirais simplement créateur de contenu numérique. Ça demande en fait d'avoir plusieurs cordes à son arc. Il faut savoir faire du montage, savoir parler, savoir gérer du son, etc., l'image. Donc il y a pas mal de petites choses à savoir faire pour que l'ensemble ressemble à quelque chose de pas trop mal. Tu es de nationalité belge, je peux le Désolé. révéler, hein, voilà. Et tu es donc passionné par le sport auto, les sports mécaniques en général. Comment tu peux nous résumer ton parcours? J'aime bien les sports mécaniques, évidemment depuis que je suis tout petit, mais ça c'est assez convenu comme phrase, mais surtout une passion pour autre chose que ce qui intéresse principalement les fans de sport mécanique, c'est-à-dire la Formule 1, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment la référence, ça l'a souvent été dans l'histoire, mais j'ai une petite malène de peau avec le tourisme, le super tourisme, donc le BTCC, c'est pour ça que j'ai appris l'anglais par exemple, en écoutant des collègues comme Ray Walker par exemple, que tu connais très bien. Et passionné de GT, puisqu'on a la plus grande course de GT en Belgique avec les 24 heures de Spa-Francorchamps. C'est vrai qu'aujourd'hui, le GT et le tourisme, c'est un peu ce dans quoi je m'épanouis le plus aujourd'hui en termes de lutte et de spectacle en piste. C'est un petit peu ça, ton ADN, si je... C'est ça, oui. Ouais, d'accord. Et à l'époque, d'ailleurs, les 24 heures de Francorchamps, quand j'étais petit, étaient destinés au tourisme avec le Procar à l'époque. Et tout ça, donc, petit, jeune, enfant, tu te souviens avoir eu cette fibre des courses quand même, oui. Oui, alors je n'ai jamais fait de compétition moi-même. Déjà, je n'étais pas du bon côté de la Belgique. Je suis né à l'ouest, je n'étais pas près de Francorchamps, etc. Donc j'étais pas dans le milieu qui me permettait de devenir pilote, mais je suis toujours intéressé à ce qu'on donnait comme image au sport, donc via les commentaires, les reportages, etc., etc. Et très vite, en fait, je me suis mis à commenter moi-même quand je jouais. Et la chance qu'on avait à l'époque, en Belgique en tout cas, c'était qu'une chaîne comme Eurosport était gratuite et diffusée facilement. Et on y trouvait du STW, du DTM, du championnat de France de tourisme, enfin, beaucoup de choses, les essais libres des Grands Prix de Formule 1, bref, il y avait une couverture de sport mécanique qui était exceptionnelle en Europe pour la Belgique, commentée en français très souvent d'ailleurs, parfois aussi en anglais ou néerlandais selon les disciplines. Mais il y avait un accès, même s'il n'y avait pas internet, etc., pour le milieu des années 90, qui était assez exceptionnel pour moi, où dès que je me mettais devant ma télévision, il y avait d'office des voitures qui passaient. Oui. J'en profite pour dire que tu me fais moi-même me souvenir de pas mal de choses, puisque tu sais peut-être que j'ai commenté pour Eurosport de 1999 à 2005 très précisément. Et donc je ne compte plus tout ce que j'ai pu commenter pour Eurosport, mais je me souviens par exemple, toi, ça te parle forcément d'avoir commenté du FIA GT, oui, avec à l'époque le Paul Belmondo Racing par exemple, qui est une équipe qui fait partie de ce championnat.
là. Le fameux accident de Philippe Alliot en Suède, tu vois à quoi je fais référence. Bien sûr, il est carrément sorti par un autre concurrent, j'avoue que son nom m'échappe. Mais bon, tout ça, j'ai dû commenter ça. Mais donc, Eurosport, tu m'avais peut-être entendu à l'époque, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ta voix fait partie des grandes voix avec lesquelles j'ai grandi. Je vais citer des collègues. Je ne connais pas les bonnes et mauvaises relations du milieu, mais moi, j'ai grandi avec Gilles Delaposta, qui commentait beaucoup à l'époque. J'aime beaucoup lui aussi. Évidemment, oui, en Formule 1, évidemment. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait TF1 et la RTBF, donc en Belgique. Donc on pouvait avoir deux styles différents, un style très technique plus du côté TF1 et du côté Belgique. On a toujours Gaëtan Vigneron qui officie maintenant depuis 91, je crois, 92, et qui a un côté plus familial, plus fédérateur autour de ce qu'est le spectacle de la Formule 1. Donc puis évidemment d'autres commentateurs que j'ai découverts plus tard via les archives comme Jacques Deschenaux par exemple, ou Richard Debert en Belgique aussi. Donc voilà, des voix qui, comme la tienne, m'ont fait aimer véritablement le sport mécanique. Je te remercie Mactou, c'est sympa, mais effectivement là tous les noms que tu cites, ça me remémore bien de bons moments avec eux aussi. Alors parle-moi de toi donc au niveau professionnel. Maxou le pilote, moi je regarde les chiffres bêtement si j'ose dire. Je vois que ta chaîne YouTube, il y a quasiment 35 000 abonnés. C'est ça, oui, on est, je pense, aux alentours de 38 000, bientôt 39 000. Donc, je ne regarde pas les chiffres tous les matins en prenant mon café, mais voilà, la progression est toujours là, donc tant que ça monte, je continue en tout cas. Mais t'es content? Moi, ça me semble effectivement énorme. Je suis content, oui, bien sûr, surtout qu'en Belgique, je suis un des seuls à avoir réussi à arriver à ce niveau-là. Alors, cela reste des chiffres, bien sûr, c'est pas, mais la communauté qui est derrière me soutient depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai commencé en fin 2014 à faire du contenu, donc créer du contenu vidéoludique, appelons ça comme ça. Ludique pas toujours, mais vidéo certainement. C'est du travail, ça c'est vrai, je confirme. Et en fait, le principe de base était de pouvoir transmettre ma passion du commentaire. Et comme j'étais pas capable de me présenter auprès d'une rédaction en disant je ne suis pas journaliste, engagez-moi, je vais vous commenter des courses. Je pense que n'importe qui aurait refusé, ce qui est tout à fait logique. Je me suis dit, pourquoi pas montrer ce que je pense être capable de pas trop mal faire et m'exprimer avec comme support le jeu vidéo où on peut créer d'infinité de situations de course auto, virtuelle bien sûr. Quand on va sur ta chaîne, ce qui frappe d'abord, c'est un contenu de course e-sport, moi c'est comme ça que je les appelle. C'est ça, c'est que donc le statut c'est shootcaster, donc commentateur dans le sport mécanique classique. Le principe c'est de commenter des courses organisées à différents niveaux. Ça peut être des ligues amateurs où des pilotes se rassemblent sur tel jeu, tel support, et depuis chez eux chacun joue mais se retrouve en même temps en piste, en réseau tout simplement. Pour les moins initiés. Et ensuite on passe à d'autres niveaux, le championnat du monde de tourisme virtuel, donc le WTCR e-sport qui est commenté dans différentes langues. J'ai la chance depuis 2017 de le faire en français. Et j'ai pu aussi faire des championnats de France sur des jeux comme Forza Motorsport il y a quelques années. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai la chance d'avoir eu la confiance finalement de la RTBF et de son service des sports, où je suis la voix des F1 e-sport, donc le championnat du monde de F1, sur le jeu officiel de la discipline. On soupçonne pas qu'il y a cette réalité paradoxal, si j'ose dire, parce que c'est une vraie réalité que tu nous exprimes, et pourtant c'est virtuel. Le côté assez incroyable pour nous, qui sommes là-dedans depuis près de 20 ans, c'est qu'on existe dans notre milieu de niche depuis 20 ans. C'est-à-dire que les courses sur jeux vidéo, ça existe. Tout le monde a eu un Gran Turismo avec une PlayStation à la maison, quel que soit l'âge, le sexe ou la génération. Donc, on connaît ce principe d'une course. Tout le monde a déjà vu le départ d'un Grand Prix, etc. Donc, c'est quelque chose qui était établi, qu'on mettait vraiment en avant par passion depuis des années, mais on a aujourd'hui, depuis disons 5-7 ans, les outils qui nous permettent vraiment de faire comme les vrais, comme les grands, comme diraient certains. Alors peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas spontanément, c'est si tu es joueur ou effectivement commentateur. Ça dépend en fait, selon le contenu que je produis, soit je joue et je commente ensuite ma course pour en faire un montage, pour faire une vidéo plus dynamique, plus rythmée pour le spectateur, ou effectivement mon rôle que j'affectionne le plus, c'est celui d'être commentateur en direct et de ne pas savoir ce qui se passe et donc de présenter aux gens la situation, le circuit, l'événement, où on en est dans un éventuel championnat et les enjeux, ce qui peut se passer, etc. Et d'avoir vraiment une tension et des émotions comme sur une véritable course. D'accord, mais toutes tes vidéos sont faites a posteriori avec de la post-production où il y a vraiment effectivement cette notion de direct qui peut même exister? La notion de direct est présente dans tout ce qui est commentaire. Donc, je parlais du WTCR par exemple, c'est un championnat qui est diffusé en direct dans différentes langues. Chaque semaine, je commande pour une équipe e-sport qui s'appelle les TX3, donc, qui est une structure française plutôt reconnue avec des pilotes, des joueurs qui défendent les couleurs de l'équipe dans pas mal de jeux vidéo différents sur différentes plateformes. Et effectivement, le direct, j'y tiens beaucoup parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. C'est
pratique. Mais attends, tu parles de direct au niveau diffusion ou au niveau captation? Les deux. Oui. La captation se fait et je commande vraiment, tout se fait en direct. C'est-à-dire que vraiment les pilotes jouent et je découvre au moment où ils jouent comme ce qui se passe. Voilà, et c'est diffusé. Et c'est diffusé. Alors ça peut se faire sur différentes plateformes. Il y a donc YouTube qui, comme l'Afterlab par exemple, diffuse. Ça peut se faire aussi en direct. Ou Twitch qui est aujourd'hui une plateforme qui est la plus répandue où se diffusent les compétitions d'e-sport, que ce soit de sport mécanique ou autre. On a du sim racing, donc, pour parler clairement, mais on a aussi des compétitions sur des jeux de guerre, de stratégie, de football, etc. Mais c'est Twitch qui aujourd'hui est la plateforme préférée pour ce genre de diffusion. Tu te rends compte que là, il y a une vraie... je vais pas dire fracture, parce que c'est un peu exagéré, parce que même moi, ça me passionne et que je suis avide d'apprendre tout ça, mais que il y a vraiment un autre monde Alors, c'est un monde qui est différent, mais les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. C'est plutôt un beau complément, parce que la chance qu'on a avec quelqu'un comme toi, c'est que tu as des connaissances, un vécu du terrain, une formation journalistique, qui n'est pas mon cas. Moi, je suis mécanicien automobile à la base, donc je n'ai aucune formation. J'ai tout fait en autodidacte dans ces domaines-là, que ce soit au niveau des gestionnaires des logiciels de montage, etc. Donc le complément des deux peut faire une synergie qui pourrait produire quelque chose qui pourrait toucher effectivement un public bien plus large. Donc satisfaire les puristes peut-être un peu plus âgés et faire découvrir sans ennuyer, parce qu'on sait que c'est difficile aujourd'hui d'intéresser les jeunes générations à quelque chose sans passer tout de suite dans la case se prendre la tête, ce qui est malheureusement beaucoup trop présent. Donc voilà, la combinaison des deux, bien mélangée, peut donner un cocktail plutôt détonnant. Je vois que tu essayes un peu de rubriquer, j'emploie cette expression un peu barbare, mais le contenu de tes vidéos, tu as différentes... comment dirais-je, différentes... Oui, c'est ça, des playlists, je cherchais le mot exactement. Bon, alors tu peux éventuellement nous les détailler? Alors il y en a plusieurs effectivement, donc quand je fais une carrière suivie où j'incarne un pilote de Formule 1 dans le jeu, à mon modeste niveau bien sûr, donc je crée une playlist qui reprend cela, ou lorsque je commente un championnat, eh bien je répertorie l'une derrière l'autre les diffusions pour que quelqu'un qui arrive un mois, 2 mois ou 1 an après un championnat se dise tiens, qu'est-ce qui s'est passé, il peut revivre l'entièreté du film d'une saison. C'est ça l'intérêt, et je crée des playlists aussi sur d'autres domaines. Alors principalement, je parle jeux vidéo, mais je parle aussi actualité de sport moteur, parce que j'ai vraiment une volonté désormais de transmettre ma passion du vrai sport moteur. En Belgique, on dit sport moteur. Oui, évidemment, un peu plus que sport mécanique, j'entends ça. C'est un but de langage. Mais voilà, donc en sport mécanique, j'ai envie aujourd'hui de partager mes connaissances à la nouvelle génération, justement pour pallier à ce manque d'intérêt qu'on évoquait il y a quelques instants. Alors par exemple, là, il y a une vidéo, évidemment, parce qu'on l'aime beaucoup, tu as fait une vidéo un peu hommage à Simon Pagenaud, par exemple. Oui, parce que c'est quand même quelque chose d'assez marquant tout de même. Alors même si certains ont eu dans le passé le soin de me reprocher que je n'étais pas français mais belge, en tout cas pour la francophonie, on a de grands talents en Belgique évidemment, que ce soit en sim racing ou en sport mécanique, mais en France, il y a quand même des événements où c'est important quand même de marquer ce qui s'est passé, et je me suis dit, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les pilotes d'IndyCar, parce que je trouve que c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils arrivent à faire, sans manquer de respect aux pilotes d'autres disciplines, bien entendu, mais il y a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel de se dire que quelqu'un qui vient quand même du sport prototype, de l'Europe vraiment, arriver à s'exporter comme l'a fait Sébastien Bourdet en championnat kart à l'époque, en champ kart, c'était quand même quelque chose à marquer. Je me suis dit, c'est un beau prétexte, entre guillemets, pour moi, de m'essayer à ce travail qui est le portrait d'un grand sportif. Tiens, je te propose un petit jeu, là, comme ça, histoire d'aller encore plus dans le jeu de la passion des sports mécaniques, on va dire. Je vais te donner des noms de pilotes et tu vas me dire ce que tu en penses. Ce que je veux dans cet exercice, c'est que tu me dises, au-delà de la réalité virtuelle, finalement, quel est ton rapport aussi un petit peu au réel et aux pilotes qui font... Là, on vient de parler de Pagenaud, c'est l'exemple, ça me donne envie. Donc, je sais que tu as fait aussi une vidéo sur Niki Lauda. Qu'est-ce que représentait Niki Lauda pour toi ? Pour moi, Niki Lauda représentait vraiment la dernière génération de gladiateurs. On aime bien donner ce titre-là. D'ailleurs, j'ai récemment de nouveau regardé un documentaire qui s'appelait One sur l'évolution de la sécurité en Formule 1, sorti il y a quelques années, en parallèle du film Rush d'ailleurs. Niki Lauda, pour moi, ça représente vraiment la mesure que pouvait avoir, l'importance que pouvait avoir un pilote dans une équipe, ce qui aujourd'hui n'est plus vraiment le cas. On dit souvent d'équipes comme Williams que un pilote c'est une pièce en plus dans la voiture. Pour moi, je trouve qu'à l'époque, Niki Lauda était l'un des derniers vrais pilotes à être avec Michael Schumacher, effectivement, de par son palmarès, un élément vraiment important dans une voiture. Donc voilà, le côté gladiateur. Jackie X, bon, là tu me vois venir, je me dis, puisque tu es belge, je vais te citer forcément le pilote belge le plus emblématique. Je ne sais pas comment vous le considérez, vous, en Belgique, si c'est son cas.
En tout cas, lui ne se considère pas comme un grand et c'est ce qui en fait un grand. C'est son humilité et sa sagesse qui est assez exceptionnelle. Évidemment, on pense à Tom Christensen, mais pour moi, ça reste Monsieur Le Mans, bien entendu. Sa vista, son intelligence de course. Avoir fait confiance aussi à des équipes qui n'étaient pas forcément les meilleures, mais par amour, il a continué, pas par obligation ou pas parce qu'il ne savait pas faire autre chose. Mais voilà, et puis c'est une famille en Belgique qui est pour moi la famille du sport auto, que ce soit par ses enfants. Vanina qui a également fait de la compétition, donc pour moi c'est Monsieur Sport Auto en Belgique. D'accord. Thierry Neuville. Thierry Neuville, c'est difficile parce qu'il a énormément de talent, mais il lui manque cette petite chance du champion. Donc, je ne vais pas dire que c'est Calimero parce que c'est un peu l'idée, mais voilà, c'est vraiment Caramba encore raté, quoi. C'est un peu l'idée de Thierry Neuville qui offre, je pense, un des plus beaux duels que l'on a depuis très longtemps en championnat du monde des rallyes. Je pense qu'il faut remonter à la fin des années 90 où avec les groupes A, on avait, même en 2000 avec Macré, Mäkinen, Burns, etc. C'est difficile de mettre Neuville comme une référence aujourd'hui, même si en Belgique, il est la référence en rallye. Ce serait bien qu'il la devienne en mondial. Stoffel Vandoorne. Du gâchis, beaucoup de gâchis malheureusement, mauvais moment, mauvais endroit, mauvaise gestion évidemment, de son parcours. On peut dire qu'il a quand même fait un parcours assez honorable, que ce soit en Formule 2, enfin en GP2 à l'époque, et même en Formule Renault. Il a accepté d'aller au Japon également pour faire plaisir à Honda. La récompense n'a pas été là. Aujourd'hui, il est en Formule E. Je pense qu'il est en train de s'épanouir en Formule E et qu'il pourrait revenir et rebondir. Quand on voit ce qu'a fait par exemple Esteban Ocon, on se dit que finalement ça joue tellement aux chaises musicales que voilà, l'espoir n'est pas mort pour lui. Mais est-ce qu'il a vraiment besoin de montrer une nouvelle fois en Formule 1 qu'il est un talent ? Je pense. Alors dis donc, moi je me souviens qu'à une époque, je suivais attentivement, parce que je me creuse les méninges pour trouver les pilotes belges que j'ai bien suivis ces dernières années. Bertrand Baguette. J'aimais bien Bertrand qui avait fait des sacrées performances à un moment donné. Oui, Bertrand qui a fait gagner l'Indy 500. Voilà, c'est bien ça que je pense. Un Français l'a gagné, un Belge a failli, donc c'est pas mal. Alors, on faillit beaucoup de choses face à la France ces dernières années. Pour faire un bon résumé, on va pas en parler ici, restons bons amis. Non, Bertrand Baguette est un très bon talent belge avec une évolution en Super GT depuis quelques années. Je pense dans l'équipe de Jenson Button, je pense, si je dis pas de bêtises, en tout cas chez Honda. Tout à fait. Il a lui aussi eu beaucoup de malchance dans ses contrats, mais voilà, il a été champion en Formule Renault, donc il avait aussi un beau palmarès. Malheureusement, je pense qu'il est arrivé dans une période où il y avait beaucoup de candidats à la Formule 1 et il y en a qui étaient mieux armés que lui, que ce soit au niveau sponsoring et au niveau palmarès, malheureusement. Alors, 3 pilotes Formule 1 actuels, tu es obligé aussi de me dire ce que tu en penses. Je commence par le plus évident parce que justement, je m'interroge. Il est néerlandais, mais on sait qu'il a des... Sa maman est belge. Voilà, belge. Alors, comment vous considérez Max Verstappen ? Alors Max Verstappen, pour le dire avec le bon accent. Déjà Vandoorne, j'ai dû. Non, Vandoorne, c'est très bien. Non, je ne vais pas me permettre de. On a quand même des Verstappen qui sortent assez. C'est facile de dire ça quand on est du coin, évidemment, c'est facile de se moquer. Non, plus sérieusement, je trouve qu'il a un talent pur qui est exceptionnel. Malheureusement, dès qu'il enlève son casque, il n'est pas très agréable, en tout cas pour ses camarades en piste. Non, moi je trouve que c'est un des futurs grands, je pense, de la discipline. Il s'est calmé, je pense que comme Hamilton, il a été content aussi de se détacher de son papa et de l'expérience que lui avait amené, qui était certes positive dans certains cas, mais qui pouvait aussi le faire tomber dans des travers qui n'étaient pas forcément de son fait au début de sa carrière en Formule 1. Donc... oui, un futur champion qui commence à prendre l'expérience qui lui manquait pour canaliser son énergie débordante lors de ses premières années. Mais on sait qu'aux Pays-Bas, on a l'impression que c'est une idole, et c'est complètement légitime même. Sachant le nombre de connexions qu'il y a eu le jour de la création du Grand Prix des Pays-Bas, justement, à Zandvoort, où on a eu, je crois, quelque chose comme 250 000 connexions uniques le jour de l'ouverture pour acheter des billets. C'est une marée orange qui déferle sur la Formule 1. Et c'est positif parce que moi, quand je vois l'enthousiasme et la ferveur, peut-être même le fanatisme de certains supporters, j'ai l'impression de voir le MotoGP où on est très marqué, que ce soit au niveau de Rossi, Lorenzo, etc. On appartient à un pilote plus qu'à une équipe. Et je pense qu'aujourd'hui, Max Verstappen est le seul pilote de la grille qui a ce lien avec son public de dire je suis fan de Verstappen, je ne suis pas fan de Ferrari, de Red Bull, etc. Je trouve que c'est le plus marquant aujourd'hui en Formule 1. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est vrai. Allez, deux noms pour finir, parce que c'est pareil, c'est évidemment les têtes d'affiche maintenant. Charles Leclerc.
Charles, exceptionnel aussi, son parcours. Il a réussi à faire très vite ce que beaucoup auraient raté, c'est-à-dire apprendre à gérer une grande équipe. Tout le monde n'a pas été formatisé ou formaté comme Verstappen à le faire. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de présence d'esprit. Des erreurs, parce que n'importe quel pilote en fait, hein. Qui suis-je pour juger un pilote en piste, mais non, lui aussi, il est peut-être l'avenir de la Formule 1, mais pas forcément de Ferrari. Et on termine par Lewis Hamilton. Alors, je ne connais pas, je ne débute ce jeune homme. Est-il pour toi le pilote en majuscule, le pilote de la décennie, le pilote du 21e siècle? Est-ce que tu nuancerais peut-être un petit peu plus son aura? C'est très difficile de faire un résumé d'un pilote comme Hamilton, qui est extrêmement complexe dans son comportement et dans ses performances. Il domine, certes avec une bonne voiture, même une excellente voiture, mais son personnage en tout cas fait du bien à la Formule 1. Parce qu'aujourd'hui, si on a des milieux qui ne sont absolument pas proches de la discipline, qui s'intéressent à la Formule 1, c'est aussi grâce à des personnages comme Hamilton, qui arrivent à regrouper différents mondes, que ce soit pas uniquement le bling-bling ou le business, parce que ça c'est sa vie, il en fait ce qu'il veut et il ne fait rien de mal, et il a le droit de profiter de sa vie, hein, comme d'autres ont fait acteur pour ensuite être pilote, etc. Bref, Hamilton pour moi aujourd'hui fait du bien à la Formule 1, et il intéresse justement la nouvelle génération, qui a peut-être d'autres mœurs, d'autres centres d'intérêt que la Formule 1, mais il crée ce lien. Et rien que pour ça, on peut lui dire merci dans un sens, mais je comprends aussi qu'il crée aussi une scission avec certains puristes qui voient en lui un personnage beaucoup trop décalé par rapport à ce que demande le sérieux de la Formule 1, et il peut aussi énerver dans un sens, parce qu'on se dit, oui, le jeudi, il est en train de danser et de faire la fête, et vendredi, bon, il est premier dès la première minute de séance, donc ça peut en énerver certains, mais force est de constater, pour l'instant, il n'en pâtit pas en piste en tout cas. Bon, on va terminer avec toi, Maxou, par 2-3 petites questions pour revenir sur ta chaîne YouTube. Alors déjà, c'est quoi la fréquence de publication de tes vidéos? Quasiment quotidienne. Ben oui, c'est ce qu'il me semblait. C'est un travail à temps plein, même si ce n'est pas un travail, disons, qui aujourd'hui permet de vivre entièrement de cela. En tout cas, à mon échelle, à moi, ce n'est pas possible. C'est une publication qui est quasiment quotidienne sur des séries. Ça peut être bousculé pour de l'actualité, sortie d'un jeu vidéo qui peut être testé. Ça peut être aussi des lives où j'interagis avec ma communauté, des libres antennes. J'aime beaucoup entendre aussi ce que ma communauté pense, pas que de moi, justement. J'ai eu l'occasion de faire une première libre antenne cette année à l'issue de la première salve d'essais libres, d'essais hivernaux, pardon, de séances libres, et c'était très intéressant. Le DAS a été dans toutes les bouches. Donc voilà, essayer d'avoir une interaction quasiment quotidienne. Si ce n'est pas par une publication de vidéo, c'est en tout cas par une interaction, que ce soit sur Twitter, réaction pendant des courses. Oui, bon, ça me semble être le minimum, mais au niveau contenu, playlist, vidéo, là, ça pourrait être quotidien. Ça l'a été pendant toute une période, au moment où j'ai débuté, et c'est là en fait où je suis dans une phase que beaucoup de créateurs de contenu ont à un moment de leur existence. On doit réduire la quantité pour tenter d'améliorer la qualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver le temps où il n'est pas, donc il faut vraiment essayer de faire ça bien. Donc aujourd'hui, j'ai une volonté vraiment de réduire mon contenu, publier moins régulièrement, en tout cas de manière moins soutenue, pour apporter des contenus plus travaillés. Bon, mais est-ce que tu as l'obsession du chiffre, si je puis me permettre? Je suis tombé dans ce mal-être et cette obsession, puisque aujourd'hui même des grands youtubeurs qui ont plusieurs millions d'abonnés ont cette maladie, cette obsession, en tout cas, je ne peux pas dire de maladie, mais en tout cas ça leur porte beaucoup d'attention. Non, je n'ai plus aujourd'hui, je me suis détaché de ça. Ce qui a été le plus difficile à accepter, c'est la critique quand elle est violente et infondée. C'est-à-dire que se lever un lundi matin, allumer son ordinateur, boire son café et commencer à avoir des insultes très dures et infondées, ça peut démotiver. Évidemment, il faut passer au-dessus et on se crée une carapace, puisque le principe même de faire des vidéos, c'est de s'exposer, et de s'exposer donc au retour des gens, et ça peut être positif comme c'est négatif. Je peux faire un contenu qui ne me plaît pas et on me dit écoute, là non, t'as fait n'importe quoi, ça ne va pas. Et je l'accepte et je me dis effectivement, il faut savoir se remettre en question, comme dans n'importe quel domaine. Donc voilà. Bon, écoute, très bien, c'est très honnête. Dernière question, allez, en mode un peu boutade. Est-ce que tu considères un podcast comme quelque chose un peu à l'ancienne, un journaliste de sport auto qui a plus de 50 ans et qui donne la parole à des amis ou à des champions comme quelque chose un petit peu pas inutile, mais qui sert pas à grand chose, ou est-ce qu'au contraire, tu penses qu'il faut de tout pour faire un monde et exprimer sa passion des sports mécaniques? Juste pour reprendre ta phrase, si c'était inutile, ça n'existerait pas. Si c'est fait, c'est qu'il y a un intérêt. L'intérêt n'est pas forcément financier, ça peut être un intérêt de patrimoine, un intérêt de collecte, de rencontre, de témoignage. L'Afterlap sur Henri Pescarolo, par exemple, pour moi, était exceptionnel. Enfin, j'ai vraiment
eu l'impression d'être assis avec vous en train de discuter, comme on est en train de le faire maintenant. Mais il y a cette proximité que permet l'audio. Une des choses que j'ai appris rapidement, c'est qu'on peut avoir une image catastrophique, mais si l'audio est agréable, les gens vont rester parce que l'ambiance s'installe. C'est pour ça que j'aime beaucoup la radio aussi. C'est quelque chose de primordial pour avoir cette proximité et peut-être même une empathie selon les sujets abordés. Donc l'Afterlap existe, il est légitime, et il apporte le lien justement entre, ne le prends pas mal, cette génération plus ancienne et la nouvelle génération qui a soif peut-être de découvrir, même si on parlait tout à l'heure que parfois certains étaient un petit peu fainéants de la recherche et de l'information, il y a toujours des gens qui sont intéressés et qui ont besoin de collecter les informations. Moi en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais adoré avoir il y a peut-être 10 ou 15 ans, même en format télévisé, que ce ne soit pas une intervention, une interview portrait occasionnelle dans le cadre d'une émission, mais c'est vraiment faire un fil conducteur sur plein de personnages qui sont importants dans l'histoire du sport automobile français en tout cas et mondial. Merci pour tes bons mots, et c'est pas du brossage dans le sens du poil, c'est vraiment voilà, c'est en partie pour ça que je suis là aujourd'hui aussi. Voilà. Et j'ai pu constater que tu parlais sans langue de bois et c'est évidemment toujours ce qu'on recherche et c'est une qualité incontestablement. Écoute, on va s'arrêter là parce que c'est toujours ce que je dis. Bon, on pourrait passer des heures ensemble, mais bon, faut peut-être se limiter un petit peu et je crois que déjà nos auditeurs ont bien apprécié de faire ta connaissance. Et moi, je le dis alors sincèrement, là aussi, c'est pas pour te passer la brosse à reluire, mais je suis admiratif parce que évidemment, c'est une nouvelle génération, mais parce que tu as des outils, tu utilises des outils qui font que effectivement tu animes une flamme que moi j'ai bien évidemment. T'es plus jeune que moi mais je la vois, je la retrouve cette flamme et c'est génial. Et puis effectivement c'est des chiffres complètement bluffants et moi je te dis bravo. Alors je sais et je vois bien que c'est pas si facile que ça non plus, mais que c'est du boulot et qu'il faut le faire et que tu le fais super bien. Donc Maxou le pilote, c'est pas, je te fais un petit peu de pub et j'espère que ça servira aussi à ça, mais tu le mérites. Voilà. Merci, c'est gentil. Bon, merci d'avoir participé à cet épisode de l'Afterlap. Merci David, merci à vous.